qu'en est-il du monde? Nous pensons en termes de transformation, notre propre transformation. Comme vous le savez, le monde vivant n'a cessé de se transformer, et peut-être d'une manière beaucoup plus puissante que nous ne pouvons le faire. C'est que beaucoup de monde réfléchit aujourd'hui à la manière d'éviter le changement climatique que nos modes de vie ont introduit. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on modifie le climat, l'atmosphère, la température, etc. L'oxygène que nous respirons et qui est indispensable à notre vie a été produit par le monde vivant. Il ne préexistait pas sur Terre. C'est l'activité de photosynthèse des cyanobactéries il y a à peu près 2,5 milliards d'années qui a empli notre atmosphère progressivement d'oxygène, oxygène qui nous est devenu indispensable. Donc je crois que le vivant n'a cessé de transformer l'environnement et les êtres vivants qui y participaient, parce qu'on considère que la première grande extinction des espèces, qui à l'époque étaient toutes des espèces unicellulaires, des bactéries, l'équivalent de levures ou d'amibes, l'oxygénation de l'atmosphère, l'oxygène étant très réactif, a causé, pense-t-on, l'une des premières grandes extinctions dans l'univers vivant. Et donc, au fond, le vivant n'a cessé de changer son environnement, et en changeant son environnement, a transformé les êtres qui y vivaient. Ça a commencé pour nos ancêtres beaucoup plus récemment, mais ça a commencé, ce qui est intéressant, avant, vous savez que c'est difficile de savoir quand l'être humain est apparu. Et donc on considère que nous sommes les descendants de ceux qu'on appelle les hommes modernes, les hommes et les femmes modernes, qui sont nés en Afrique il y a 200 000 ans, au milieu de branches foisonnantes, et après des branches foisonnantes de l'humanité qui ont toutes disparu. Mais avant même que ces hommes modernes apparaissent il y a 200 000 ans, il y a environ 750 000 ans, les hommes ont domestiqué, ou plutôt les hominidés ont domestiqué le feu. Et la domestication du feu, qui est une des premières techniques, qui est peut-être d'ailleurs un des seuls propres de l'homme par rapport aux autres êtres vivants, la domestication du feu a profondément transformé les êtres humains. Non seulement parce que cuire des aliments permet d'avoir beaucoup plus d'énergie, et qu'une série de travaux suggèrent que l'accroissement du volume du cerveau humain et donc nos capacités mentales ont été liées à la domestication du feu, mais aussi parce que des travaux récents suggèrent que nous sommes devenus à ce moment des animaux nocturnes, nous sommes des primates humains diurnes, et le fait de pouvoir s'éclairer la nuit a fait qu'une vie sociale a commencé à se mettre en place durant la nuit. Et des études suggèrent, des études de la grande anthropologue Paul Wissner, suggèrent que les contes, les récits, les mythologies, les religions sont nés dans l'obscurité, éclairés par les flammes des feux de nos très lointains ancêtres. Et donc des inventions techniques, l'invention des outils, le néolithique, la domestication qui nous a transformés, le fait qu'une grande partie d'entre nous soit capable d'absorber du lait à l'âge adulte est dû à une mutation qui s'est propagée à partir du moment où l'élevage est devenu un mode de vie des agriculteurs, et donc où il y a eu production de lait. L'invention de l'écriture nous a changé. Vous savez qu'un petit enfant qui apprend à lire doit réaliser une adaptation de certaines de ses aires cérébrales qui normalement sont impliquées dans la reconnaissance des objets, surtout des visages, pour l'adapter à cette écriture. Et l'écriture a profondément changé nos modes de vie, puisque pour la première fois, il devenait possible de parler, de communiquer, d'entendre des personnes soit qui étaient très éloignées de nous, soit qui avaient disparu depuis très longtemps. Donc la parole, la communication a radicalement changé. En ce qui, donc, au fond, chaque fois que nous avons inventé une technique qui a modifié notre environnement, nous nous sommes transformés de manière qui nous paraissent, à cause de nos possibilités techniques aujourd'hui, assez simples, mais qui sont en fait très, très profondes. Et donc, si on recule à travers le temps, nous sommes différents de ceux qui nous ont donné naissance à différentes époques. Le fait d'utiliser des prothèses, c'est aussi quelque chose de très ancien, et ça a des effets spectaculaires qui nous paraissent aujourd'hui complètement banaux. Le fait de pouvoir mettre des lunettes ou des lentilles et de voir distinctement quand on n'est pas capable de voir distinctement, c'est quelque chose qui est devenu totalement banal. Et puis les prothèses sont rentrées à l'intérieur du corps, et donc mettre des broches sur une jambe fracturée ou mettre une prothèse de hanche, eh bien c'est changé par la technique, le fonctionnement interne même du corps. Et puis ça, c'est des objets inertes. Des verres pour les lunettes, des broches, des prothèses, même si c'est des matériaux intelligents.
Mais le pacemaker, c'est la première fois qu'un petit appareil qui s'autocontrôle et qui est en lien avec l'extérieur va permettre au cœur de battre régulièrement. Et donc nous n'avons cessé en fait d'introduire progressivement les inventions techniques que nous avions faites à l'intérieur même de notre corps. Et donc nous avons commencé à modifier nos corps et nos cerveaux par l'utilisation extérieure de ces inventions. Puis elles ont commencé à s'intérioriser progressivement. Et ce qui a été évoqué, il est évident que depuis quelques années, il y a des changements spectaculaires. Et ces changements spectaculaires, je crois, viennent du fait que nos prothèses, pour la première fois, interagissent directement avec notre système nerveux central, c'est-à-dire avec le siège de nos activités mentales. Et ça, en soi, c'est une très grande différence. Ce n'est pas la sophistication d'une stimulation profonde intracérébrale où il y a des microélectrodes qui sont implantées à l'intérieur du cerveau qui rend la technique fondamentalement différente d'un pacemaker. C'est le fait qu'elle est en train d'agir à l'intérieur même du cerveau. Et donc, stimulation profonde, qui a maintenant 30 ans, qui est une invention française d'Aline Benhabib, qui traite la maladie de Parkinson de manière spectaculaire dans certaines formes, et puis beaucoup, de plus en plus, d'autres maladies qui touchent au fonctionnement neurologique ou psychique. Les prothèses dont on vient de vous parler, qui sont extraordinaires dans la mesure où elles sont capables non seulement de répondre aux commandes motrices de la personne, mais de renvoyer sensoriellement une image et une sensation de ce qui se passe. Les électroencéphalogrammes ou des électrodes implantées dans le cerveau qui permettent d'écrire sur un ordinateur simplement par l'analyse, c'est pas l'analyse de la pensée, c'est l'analyse par des algorithmes des activités du cerveau. Et donc le décryptage des activités du cerveau, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire au fond cette possibilité de transparence de plus en plus grande, de traduction d'activités électriques dans le cerveau en représentation d'images, de pensées, d'attention, de mémoire, est la condition même de l'élaboration de ces algorithmes qui permettent à une personne tétraplégique d'écrire à distance sur un écran d'ordinateur parce que l'algorithme est en train de traduire certaines des activités cérébrales en commandes et en interprétation. Donc je veux dire, on ne peut pas dissocier les efforts de recherche qui permettent d'éclairer de manière de plus en plus précise et de plus en plus intime le fonctionnement de notre cerveau et la connexion avec ce que nous appelons la pensée, des applications qui permettent à des personnes profondément handicapées d'interagir avec le monde d'une manière qui leur a été interdite. Et donc le risque, c'est l'utilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lit de mieux en mieux les activités, la question c'est qui lit et que fait-on de cette lecture? Est-ce qu'elle est mise à profit du soulagement de la souffrance de personnes handicapées ou malades, ou est-ce qu'elle est mise à profit dans d'autres activités? L'une des illustrations, c'est l'utilisation d'un certain nombre de ces techniques dans la justice. En se disant, au fond, si une personne ment, vous savez que les détecteurs de mensonges, c'est très ancien, le problème c'est qu'ils n'ont jamais très bien marché, et que l'avancée des techniques fait que ça marchera de mieux en mieux, et que ça marche de mieux en mieux, même si c'est souvent illusoire. La question c'est, est-ce que notre processus judiciaire gagne en justice et en respect de la personne en essayant d'entrer directement dans la lecture des pensées? Je m'explique. Des siècles d'élaboration du processus judiciaire ont fait de la confidentialité des échanges entre l'accusé et l'avocat une des pierres angulaires de la justice. Alors c'est très intéressant, si on veut savoir ce que la personne a fait, de mettre des micros pour entendre ce qu'elle dit à son avocat, ou de demander à l'avocat de la répéter. Et donc, est-ce que l'utilisation d'une nouvelle méthode qui permettrait d'en savoir plus, c'est quelque chose qui améliore le processus judiciaire, ou au contraire, qui va à l'encontre de tout ce qui a été construit en termes de droit de la défense et de rapports respectifs? Donc je crois que c'est la question de l'utilisation de ces avancées. C'est pas que ces avancées sont mauvaises. Plus on en apprend sur nous-mêmes, et plus au niveau des connaissances, c'est enrichissant et c'est quelque chose de positif. Mais il est évident, Ésope disait que la langue est la meilleure et la pire des choses. L'invention du couteau ou du biface longtemps avant a permis à la fois de découper la nourriture et de tuer son voisin. Et donc la question, c'est pas tellement quels sont quelle est la somme de connaissances ou d'outils que nous fabriquons, c'est qu'en faisons-nous et comment décidons-nous collectivement d'en réguler l'usage. Et vous savez que l'une des tentations, je dirais, entre ce que vous évoquiez, l'enthousiasme béat pour
toute utilisation de toute nouveauté ou la panique devant toute utilisation de toute nouveauté. Je dirais que le côté panique avait été illustré dans un roman et un beau film, La planète des singes, qui racontait qu'après une destruction de la planète par l'utilisation des inventions humaines, les primates non humains qui nous avaient succédé, en tout cas dans ce film et ce livre de science-fiction, avaient décidé que, comme les inventions humaines avaient conduit à des catastrophes, eh bien, il fallait interdire l'acquisition de connaissances nouvelles. Et il y a un certain nombre de pays, un certain nombre de régimes actuellement, où l'utilisation ou le partage de connaissances nouvelles, voire l'accès à l'éducation et à l'information, est considéré comme nocif. Donc vous voyez que je pense que le progrès de l'aventure humaine, c'est la production de connaissances, le partage des connaissances, et une interrogation permanente sur le meilleur moyen d'utiliser ces connaissances et leurs applications dans le respect de chacun. Je parlais des innovations, vous avez sans doute entendu aussi, des petites caméras qui permettent de suppléer chez les personnes aveugles ou malvoyantes au défaut de la rétine ou des communications entre la rétine et le cortex visuel, et donc d'avoir une représentation mentale, cérébrale de leur environnement. Vous savez bien que le cerveau construit le monde qui nous entoure. Pour vous donner un exemple, les couleurs n'existent pas. Il y a des longueurs d'onde de lumière qui frappent notre rétine, et à partir de ces longueurs d'onde différentes, le cerveau invente dans l'obscurité de notre crâne ce que nous appelons des couleurs qui ne préexistent pas dans l'univers physique qui nous entoure. Et donc ces approches, ces prothèses permettent en fait au cerveau de réinventer à partir de ce qui est capté par ces caméras les mouvements, la lumière et la couleur. Et puis des questions qui se posent actuellement chez les personnes qui travaillent en interface entre des physiciens et des médecins sur ces appareils, c'est à partir du moment où ces appareils marcheraient, est-ce qu'on ne pourrait pas donner aux personnes aveugles en plus une vision infrarouge? Je vais dire pour le même prix, puisqu'on va leur permettre de voir dans le spectre, qui est le spectre que nous voyons, qui est celui de l'arc-en-ciel. Mais vous savez que les oiseaux, par exemple, voient dans le spectre des ultraviolets des couleurs que nous ne voyons absolument pas. Est-ce qu'on ne peut pas donner une vision à des personnes qui n'en ont pas dans le spectre des ultraviolets, dans le spectre de l'infrarouge? Et on passe ici de la réparation d'un déficit, d'un problème, à ce qu'on peut appeler une amélioration, ou une augmentation, quelque chose en plus. Et si une personne aveugle peut voir dans le spectre des ultraviolets et des infrarouges, voir dans les spectres des ondes électromagnétiques non lumineuses ce que font les télescopes qui explorent l'univers, à ce moment, pourquoi est-ce que moi, qui vois normalement comme tout le monde, ne pourrais pas aussi bénéficier d'un implant qui me permettrait de voir dans ces spectres? Et donc vous voyez qu'on passe à ce moment d'une question qui est la question de la réparation d'un déficit à la question de savoir si ça devient quelque chose que l'on souhaite obtenir. Et je crois que ça pose, et ça a dû être discuté aujourd'hui, ça pose fondamentalement la question du rôle de la médecine et la question de la mission qu'une société considère souhaitable de confier à la médecine. Et je crois qu'il y a un exemple que vous connaissez bien dans lequel ce glissement entre réparer une souffrance et répondre à un désir existe. À mon sens, c'est le seul que je connaisse dans le domaine de la médecine, c'est la chirurgie esthétique. On passe de la chirurgie réparatrice à la chirurgie esthétique. L'une répond à la restauration de quelque chose qui fait défaut. L'autre répond à un désir, ou on pourrait dire à une souffrance due au fait que le désir qu'on a n'a pas été exaucé. Et donc, est-ce que c'est un champ tout à fait particulier de la médecine, chirurgie réparatrice, chirurgie esthétique, ou est-ce que ça va devenir, au fond, une activité plus générale de la médecine, c'est-à-dire d'une certaine façon répondre aux désirs des personnes, quand la technique et l'avancée des connaissances permet concrètement de le faire, ce qui est toujours très compliqué, sans prendre de risques particuliers. Pourquoi je dis que c'est très compliqué? Parce que vous savez que les recherches, les applications ne sont faites que lorsque les recherches ont montré qu'elles sont utiles et que les effets négatifs ou secondaires sont faibles par rapport aux bénéfices qu'on peut en attendre. Faire des recherches sur des personnes bien portantes pour voir si quelque chose permettrait de répondre à un désir est totalement différent que de demander à des personnes de prendre des risques dans le cadre de l'élaboration de quelque chose qui va réparer une maladie, un handicap. Et donc la question même de ce qu'on appelle les essais cliniques, est-il concevable de demander à des personnes de tester pour voir si ça a des avantages et pas d'inconvénients, quelque chose dont le but n'est pas de réparer ce que nous considérons comme une maladie ou un handicap, est une question profonde. Il y a des zones floues, mais ce n'est pas la même chose
d'expérimenter quelque chose parce que ça répond à un désir, ou d'expérimenter quelque chose parce que ça correspond à une souffrance, à une perte, ou à une maladie ou à un handicap. Je termine là-dessus. La définition de maladie ou de handicap dépend des possibilités de la médecine et dépend du contexte socio-culturel. Dans beaucoup de cas, une maladie s'est mise à exister, et en particulier dans le domaine neuropsychiatrique, une maladie s'est mise à exister, à se répandre, à partir du moment où on avait trouvé un médicament qui permettait de les corriger. Donc lorsque la Ritaline a été découverte et utilisée, que son efficacité a été montrée, il s'est avéré que des millions d'enfants aux États-Unis avaient le trouble de l'activité et le trouble du déficit de l'attention que la Ritaline justement soignait. Donc il y a toujours le risque en fait que quand la médecine devient capable de corriger quelque chose, eh bien d'un seul coup ça s'est passé aussi pour la dépression. C'est qu'au fur et à mesure que les antidépresseurs ont eu moins d'effets secondaires, eh bien la classification médicale de la dépression est devenue plus légère, puisque le médicament était moins dangereux. Et donc ces notions entre maladie et handicap et absence de maladie ou handicap ont un contexte extrêmement évolutif et je pense doivent toujours être questionnés et remis en question. Bacon, que Darwin aimait citer, disait que « knowledge is power », la connaissance est du pouvoir, et avec le pouvoir vient la responsabilité. C'est-à-dire le fait de savoir que ce pouvoir qu'on est capable d'exercer, eh bien, il faut l'exercer de manière souhaitable. Et donc je crois que plus la biologie et la médecine acquièrent de pouvoir, et plus le devoir, l'exigence de responsabilité devient quelque chose d'important. Un mot sur les concepts d'augmentation et d'amélioration. J'ai toujours été frappé que le terme anglais qui est le plus utilisé et qui est traduit lorsqu'on l'utilise, c'est enhancement. Et enhancement veut dire à la fois l'un ou l'autre, améliorer ou augmenter. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça induit l'idée qu'une amélioration ne peut être qu'une augmentation. C'est-à-dire qu'enlever quelque chose, ça ne peut pas améliorer. On ne peut améliorer qu'en rajoutant quelque chose. En gros, plus, c'est mieux. Alors, il y a deux conséquences, il y a des tas de circonstances dans lesquelles plus, c'est pas mieux. Si je rentrais dans ce qui a été mon sujet de recherche pendant plus de 20 ans, qui est la mort cellulaire programmée ou l'apoptose, le développement d'un embryon se fait non pas parce que de plus en plus de cellules s'ajoutent, mais aussi parce qu'une partie des cellules disparaît. Et lorsque cette disparition est impossible, c'est-à-dire lorsque le moins, la perte n'est pas possible, eh bien le développement embryonnaire s'interrompt ou se passe de manière un peu étrange. Donc non seulement un développement embryonnaire, c'est pas plus de cellules, c'est des cellules qui deviennent autres, et c'est des cellules qui disparaissent. Et donc cette idée que mieux c'est plus est quelque chose d'un peu étrange. Il y a une autre étrangeté dans mieux c'est plus, c'est que plus, par définition, ça se mesure, ça se quantifie. Vous ne pouvez pas savoir si vous avez plus ou moins, si vous n'avez pas une unité de mesure et que vous n'avez pas compté. Et donc penser que mieux c'est plus, c'est penser que mieux c'est une notion quantitative. Et donc toute la dimension qualitative qu'il y a dans le mieux disparaît. Vous êtes mieux si vous avez plus, vous êtes moins bien si vous avez un peu moins. Et donc on chiffre le mieux. Et ça devient une démarche assez facile à quantifier, même si d'une certaine façon, elle perd son sens. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Le prix Nobel de physique Philip Anderson a écrit un papier, un article dans Science en 1973, un très très bel article, qui s'intitule « More is different ». Plus, c'est différent. Et il montre qu'à partir du moment où on ajoute des éléments dans des relations entre les éléments, c'est que tous les éléments sont en relation les uns avec les autres, qu'il s'agisse d'atomes, de molécules, de cellules, etc., ou d'écosystèmes, à partir d'un certain seuil, lorsqu'on ajoute des éléments, eh bien l'ensemble se modifie. Et donc on ne peut pas préfigurer que ça sera le même ensemble avec plus d'éléments. À partir de certains seuils, c'est un autre ensemble doté de caractéristiques différentes. C'est comme ça d'ailleurs que bien que nous soyons tous composés d'atomes, nous sommes différents d'une falaise ou d'un tas de sable, parce que ces atomes n'interagissent pas de la même manière lorsqu'ils sont impliqués dans une cellule vivante, dans un être vivant, et ils n'interagissent pas de la même manière lorsqu'ils sont en train d'interagir dans le corps d'une plante, dans le corps d'un oiseau, ou dans le cerveau d'un être humain. Et donc, cette idée que si on met plus, on aura plus de la même chose, est quelque chose
d'assez réducteur. Et donc, si améliorer, c'est mettre plus, améliorer, c'est devenir différent. Et donc, c'est pas seulement faire plus, mais c'est en tout cas être différent. Donc, je pense que les questions devraient, d'ailleurs, ce sont les assises du corps transformé, c'est pas une question d'augmentation ou d'amélioration, c'est une question de transformation. Si on me demande est-ce que vous voulez être amélioré, c'est assez difficile spontanément de dire non. Non, je refuse d'être amélioré. Augmenter, c'est déjà plus compliqué. Parce que si on me dit est-ce que vous voulez peser 5 tonnes, est-ce que vous voulez que votre poids augmente, je ne suis pas sûr que ma réponse immédiate va être oui. Mais si on me demande est-ce que vous voulez être transformé, la question devient avec quel avantage, avec quel risque, avec quel bénéfice. Et donc le simple terme d'amélioration induit au fond une réponse chez ceux à qui il s'adresse que le terme de transformation n'induirait pas. Alors le terme d'augmentation, je dirais, traduit une des pathologies sans doute de notre époque, qui est celle de la croissance. Il faut toujours plus, et on est confronté dans les problèmes de nos dégradations de l'environnement, des changements climatiques, au fait qu'on voit mal comment on peut utiliser toujours plus de ressources, polluer toujours plus, déforester toujours plus, consommer toujours plus, et en même temps vivre dans un environnement et une nature qui soit accueillant. Et donc tout le monde réalise que la réponse est sans doute pas dans le plus, mais dans le autrement. Et encore une fois, il s'agit de transformation. Et je crois que cette idée d'homme augmenté, elle est un peu comme cette mantra de la croissance. Si ça croît, ça ira mieux. Et donc je pense que sur ces termes mêmes, j'ai toujours pensé que la démarche éthique, comme la recherche scientifique, commençait par un questionnement, et non pas par des réponses. Et que peut-être le premier élément dans la démarche éthique de questionnement était de nature épistémologique. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que cette nouvelle découverte, qu'est-ce que ces nouvelles connaissances, qu'est-ce que ces nouvelles applications ont de nouveau, qu'est-ce qu'elles signifient réellement, indépendamment de ce qu'on en perçoit. Et donc, si on peut croiser les regards, s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle amélioration, qu'est-ce qu'on appelle augmentation, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas simplement de transformation? Nous avons acquis les moyens de nous transformer, pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est quelque chose d'important. Un exemple simple dans le domaine neurologique. Il y a des situations diminuées, et ce qui soulage la souffrance, dans le stress post-traumatique, lorsqu'on a vécu un attentat ou un accident ou une agression, le caractère émotionnel de la mémoire fait qu'au lieu d'avoir inscrit dans le passé comme un souvenir, eh bien ces souvenirs reviennent hanter à des moments complètement imprévus, la nuit ou le jour, comme s'ils étaient présents. Et donc c'est une mémoire que nous n'avons pas inscrite dans le passé, et tout recommence, comme si on le revivait. Et le fait de pouvoir atténuer le caractère émotionnel, même a posteriori, de cette mémoire, d'en faire un souvenir, mais un souvenir dont le caractère émotionnel est un peu atténué, permet de l'inscrire dans son passé, de se l'approprier et d'une certaine manière d'y survivre au lieu de le subir. L'anxiété, c'est la même chose. L'anxiété, en général, ce qui est bien, c'est de la diminuer. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc penser que plus de mémoire, plus de n'importe quelle fonction mentale, c'est bien. Ça dépend de quelle fonction mentale, ça dépend dans quel contexte, etc. Un petit point aussi, parce que souvent, les personnes qui visent une amélioration ou une augmentation disent nous sous-utilisons notre cerveau. Et donc l'idée, c'est qu'il faudrait que notre cerveau soit actif à 100% du temps. Un des exemples qui m'a toujours frappé, c'est que nous sous-utilisons nos muscles. C'est ce qui nous permet de bouger. Lorsqu'on est électrocuté, l'ensemble de nos muscles se mettent à se contracter en même temps, et vous savez ce que donne une électrocution, une paralysie totale. Une crise d'épilepsie, c'est un moment où une trop grande partie du cerveau se met à travailler au même moment. Et donc cette idée qu'il faudrait que tous nos muscles travaillent en même temps et que toutes nos régions cérébrales travaillent en même temps est une idée assez étrange, où la complexité même du fonctionnement, qui repose sur des activations, des inhibitions, des veilles et des repos, et qui fait justement, qui permet l'élaboration de cette complexité, est complètement niée. C'est comme si on disait au fond, ce que certaines personnes disent, on passe un tiers de notre vie à dormir. Si seulement on pouvait ne pas dormir, ça serait fantastique. Et on a les moyens de faire en sorte que les gens ne puissent pas dormir. Le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, ça affecte de manière extrêmement grave le fonctionnement psychique et le fonctionnement neurologique. Donc je crois qu'il y a une espèce de... Comment est-ce que je peux dire? Il y a une espèce de mépris pour la complexité de ce qui nous constitue. Je dirais que si nous voulons mettre à notre avantage les connaissances que nous acquérons, eh bien, il faut avoir une attention
à ce que nous sommes, à ce qu'est le monde qui nous a fait naître, et pas simplement à notre pouvoir, à un moment, de pouvoir modifier les choses de manière parfois assez rudimentaire, alors que c'est vrai que nos connaissances et le pouvoir nous permettent de faire des choses extraordinaires, ne serait-ce qu'en termes de santé et de maladie. Si je mets les questions de transformation, d'amélioration, et en particulier dues à des algorithmes, à des machines, dans un contexte, on est vraiment à une intersection. D'un côté, l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle comme outil extérieur, fabriquer des machines de plus en plus intelligentes, je ne sais pas très bien ce que veut dire ce mot, mais des machines dont les performances sont de plus en plus rapides et de plus en plus complexes, leur déléguer une partie du fonctionnement. Vous savez que maintenant les traders en bourse, c'est leurs ordinateurs qui déterminent les cours et les achats et les ventes, c'est pas les traders. On pourrait peut-être sortir les traders des bourses et demander aux ordinateurs de continuer. Ça ne donne pas d'ailleurs dans ce contexte des résultats tout à fait extraordinaires. Mais cette délégation à des machines qui peuvent opérer à notre place ou à suppléer est une très grande tendance, avec des interrogations de la part de certains de ceux qui les développent, avec cette interrogation de est-ce que ces machines, nous sommes sûrs qu'elles vont ouvrir nos possibilités et que nous pourrons les maîtriser, ou est-ce que nous allons, à un moment, à partir d'un certain seuil, être maîtrisés par ces machines que nous avons créées pour nous aider? Est-ce qu'elles prendront les décisions importantes à notre place parce qu'elles le font plus vite et peut-être qu'elles analysent plus de données, ou est-ce que nous pourrons bénéficier de ce qu'elles ont analysé pour décider nous-mêmes individuellement et collectivement? Et en ce qui concerne les implants, en ce qui concerne l'homme transformé par les machines, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est une intelligence artificielle qui n'est pas à l'extérieur comme notre ordinateur, mais qui est à l'intérieur. Et là encore, ça pose des questions plus complexes. Vous parliez de mémoire tout à l'heure. Notre mémoire, il y a un compromis en permanence entre l'inscription de souvenirs nouveaux, la perte de souvenirs anciens et le lien tressé entre les souvenirs nouveaux et les souvenirs anciens qui se modifient, parce que les souvenirs nouveaux vont modifier les souvenirs anciens avec lesquels ils interagissent. Ce tri se fait en partie en fonction des émotions que nous avons ressenties. Et ce tri se fait pendant notre sommeil, c'est-à-dire pendant que notre conscience, sommeil profond en particulier, nous semble absente, ou en tout cas occupée à autre chose que dialoguer avec ce que nous appelons nous-mêmes. Donc déléguer à une machine le fait d'inscrire des souvenirs, c'est déléguer à une machine le fait de décider quels sont les souvenirs qui m'ont touché et que je veux garder, et de trier à ma place ce dont je me souviendrai. Et je crois que c'est très frappant dans l'exemple que vous avez donné. Le singe opère mieux la tâche qu'on lui a demandé d'opérer. C'est pas celle que lui souhaitait opérer. Il ne se souvient pas mieux de sa journée. Personne ne sait s'il se souvient mieux du goût de la banane qu'il a adoré. Mais on lui a demandé de faire une tâche, et il l'a fait mieux. Et donc, est-ce que ce type d'implant, c'est quelque chose, encore une fois, qui nous ouvre des possibilités, des capacités, comme le dit l'économiste Amartya Sen, qui nous ouvre les possibles, ou est-ce que c'est quelque chose qui, à notre place, construit une partie importante de ce que nous sommes? Et donc je crois qu'il y a une interrogation, et que cette interrogation, quand ces algorithmes sont implantés dans notre cerveau, ou quand ils sont à l'extérieur en train de travailler pour nous, sont d'une nature différente, parce que nous sommes là, tels que nous sommes vis-à-vis d'une machine quand nous sommes en dialogue. Si cette machine est en train de modifier les conditions de notre fonctionnement cérébral, ça n'est plus la même relation avec la machine. Et je crois qu'une des questions importantes, c'est la réversibilité. Vous savez que les premiers implants intracérébraux, il y a 30 ans, ont été faits à la condition qu'ils soient réversibles, c'est-à-dire que la personne puisse les éteindre. On ne sait jamais quelles peuvent être les conséquences de cette activité électrique. Et donc, si jamais ça devient insupportable, la personne peut éteindre. La réversibilité est sans doute une des questions minimales, mais la réversibilité va contre l'idée que notre corps est totalement transformé. Si notre corps est totalement transformé, il n'y a pas de réversibilité. Sinon, c'est un lien avec nos prothèses, qui est un peu le même que celui que nous avons avec l'extérieur. Je peux enlever mes lunettes, et puis je peux couper un stimulateur cérébral. S'il n'y a pas cette réversibilité, le contrôle que la personne exerce sur la machine peut très bien être vu comme un contrôle que la machine exerce sur la personne. Il y a une deuxième question dans la réversibilité qui est plus complexe. Vous savez que parmi les automodifications que les techniques humaines ont apportées, il y en a une que je n'ai pas mentionnée, mais qui est sans doute aussi ancienne que l'origine de l'humanité, et c'est la consommation de drogue. Dans toutes les cultures dans le monde, les drogues varient.
mais l'absorption de substances qui modifient profondément le comportement cérébral est une donnée de toutes les cultures. L'un des problèmes de ces drogues que les gens prennent par désir de mieux-être, hein, c'est qu'au bout d'un moment, ils en deviennent les esclaves. Et vous savez que dans notre société, y compris vis-à-vis des jeux vidéo ou de beaucoup de choses, le problème de l'addiction devient un problème important. C'est-à-dire, je n'arrive plus à me passer de ce dont je pense que ça me nuit. Sinon, il n'y a pas d'addiction. Hein, je pense que ça me fait du mal, mais je n'arrive plus à m'en débarrasser. Et donc, c'est une autre notion de la réversibilité. C'est pas simplement de pouvoir couper un appareil qui transforme le fonctionnement de mon cerveau. C'est d'être capable de continuer à vivre en l'ayant coupé. Et donc, je crois que cette question de qui maîtrise quoi est une question qui s'est posée depuis très longtemps, mais qui se pose dans une configuration très très différente en ce qui concerne ces algorithmes. Et vous savez que même aujourd'hui, l'utilisation de médicaments comme les bêta-bloquants, les antidépresseurs, les benzodiazépines, les amphétamines, la ritaline, est prise dans des contextes qui ne sont pas des contextes de maladie ou de handicap, et produit chez un certain nombre de personnes ce que produit toute drogue, c'est-à-dire un affaiblissement de leur effet à fur et à mesure qu'on les prend par des mécanismes de compensation, et une dépendance qui fait que les personnes ne peuvent plus s'en passer. Donc je crois que cette question, devenons-nous esclaves de nos prothèses, ou nous aide-t-elle à être plus libres, est une question, je crois, qui est important. Un point sur la culture qui est évident. Hein. Vous le disiez vous-même, ce qui est fantastique, et pour des personnes qui sont tétraplégiques, c'est extraordinaire, c'est le fait que la pensée puisse immédiatement se traduire par une action. C'est que la transmission d'un flux nerveux, ça avait beaucoup frappé les neurophysiologistes qui l'ont découvert il y a longtemps, est assez lent. Et donc, d'une certaine façon, il y a toute une série de questions qui se sont posées pour savoir si cette lenteur est une incapacité du vivant à faire circuler le courant plus vite, ou si cette lenteur n'a pas été sélectionnée progressivement parce qu'elle permet la réflexivité, c'est-à-dire elle permet une certaine distance par rapport à ce que nous faisons. Quand je décide de poser ma main sur la table, il y a un retard. Et pendant ce retard, je suis en train de penser, si je suis en train d'y penser, au geste que je fais. Si au moment où je pense au geste, je le fais, on rentre dans un monde de l'instantanéité qui a un avantage fantastique, c'est la vitesse, mais qui a un inconvénient majeur, c'est la diminution de la réflexibilité. Et donc encore une fois, ça se fait, mais ça se fait presque par deux vers moi, puisqu'il suffit que ça ait été évoqué pour que ça se traduise en acte. Un phénomène intéressant, c'est que vous savez que pendant les rêves, pendant les phases de REM, de mouvement des yeux rapides, eh bien, il y a une paralysie du corps. Et la paralysie du corps, chez tous les mammifères et chez nous, elle est due au fait que nous vivons des tas d'aventures. Et que ce qui se passe, c'est que nos muscles sont paralysés parce que ça serait très dangereux si nous pensons que nous sommes en train de sauter par une fenêtre, d'ouvrir la fenêtre et de sauter. Donc cette dissociation entre la créativité mentale, que ça soit à l'état de rêve ou que ça soit à l'état de veille, et les actes, la mise en acte de nos pensées, je pense, c'est quelque chose de très important. Et donc penser qu'encore une fois, plus vite, c'est forcément mieux. Plus vite, parfois, c'est bien. Plus lentement, parfois, c'est mieux. Vous savez qu'on dit qu'il faut parfois donner du temps au temps. Et si on réduit ce temps entre la pensée et l'acte, ça peut, je crois, poser des problèmes importants. Donc il y a aussi, c'est quand on dit plus, imaginons plus. Je suis assez frappé que souvent, ceux qui parlent de neuroamélioration, de neuroaugmentation, ne disent pas on va donner plus de temps à la méditation. On ne va pas modifier le cerveau de la manière que les rêveries soient plus importantes. Vous savez que l'essentiel des activités de notre cerveau, ce n'est pas l'attention. C'est un tout petit pourcentage de consommation d'énergie. C'est ce qu'on appelle le gold, l'activité par défaut. L'essentiel, c'est la rêverie. C'est des choses dont nous sommes à peine conscients, c'est le vagabondage. Et puis l'attention, c'est une petite focalisation qui va consommer 5-10% de l'énergie du cerveau. Et donc on dit, tiens, on va augmenter la capacité encore une fois, de méditation, de rêverie. C'est toujours la performance. Et je suis souvent frappé par le fait que le travail à la chaîne a augmenté la rapidité du travail, et qu'on pourrait imaginer qu'au lieu d'être devant une chaîne qui vous force à faire le même geste à chaque fois que la chaîne avance, on pourrait implanter un algorithme qui fait que vous faites le même geste très vite, même s'il n'y a pas de chaîne qui avance. Mais est-ce que c'est au bénéfice, alors c'est au bénéfice de celui qui attend qu'on monte la chaîne, mais est-ce que c'est au bénéfice de celui qui travaille que de faire, par exemple, un mouvement répétitif de plus en plus vite, de plus en plus longtemps, et éventuellement s'endormir? Et donc il y a une question qui est importante, c'est au bénéfice de qui
et au détriment éventuel de qui ces améliorations, entre guillemets, sont-elles proposées? Et le risque d'une pression sociale implicite est très grand. C'est-à-dire que si on me dit que mes capacités en termes de rapidité, d'attention, d'efficience sont pas très bonnes, mais qu'il y a un appareil qui peut les rendre, si on me l'implante, plus rapides, je veux dire, il y a une espèce de pression sociale qui fait que si je ne le fais pas, c'est que j'ai décidé d'être plus lent, c'est que j'ai décidé d'être moins attentif. Donc le risque que des personnes, entre guillemets, se transforment, non pas parce qu'elles l'ont réfléchi et choisi, mais parce que la pression sociale fait que si elles ne le font pas, elles vont être considérées comme ne jouant pas le jeu, est grande. Et puis ça a été évoqué, il y a aussi un risque pour les enfants. Si vous voulez qu'une transformation soit efficace, il faut commencer tôt. Seulement, là, vous l'imposez à un enfant avant qu'il ait l'âge de décider et de choisir s'il veut être connecté à des machines intelligentes dans son cerveau. Et donc, je pense que la protection des enfants, la protection des personnes vulnérables, les questions qui se posent en termes de militaires, parce que c'est en effet le programme, c'est plus des questions d'être sûr, déjà dès le départ, que si des personnes souhaitent une transformation, c'est véritablement eux qui le souhaitent, et pas parce qu'il y a une pression implicite ou une pression explicite qui a été exercée à leur égard. Et c'est vrai que tous les bénéfices, encore une fois, que peut nous apporter la technologie, à condition que nous les maîtrisions et que nous avons réfléchi, sont remarquables, mais il y a un risque de ne pas réaliser la richesse des transformations cérébrales et des transformations mentales et des transformations de personnalité qu'apporte la culture, l'apprentissage, l'éducation, la réflexion, la réflexivité, le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir une bonne relation à la nature. Il y a plusieurs articles qui sont parus ces derniers mois indiquant que les personnes qui habitent dans des rues où il y a plus d'arbres sont moins malades, statistiquement, que les personnes qui habitent dans des rues où il y a moins d'arbres. C'est assez bizarre. Des personnes qui se promènent 1 heure par semaine dans la nature ont moins de dépression dans une ville que ceux qui ne se promènent pas dans la nature mais qui se promènent dans la ville. Donc vous voyez que toute une série, j'allais dire, de sources de bien-être qui touchent à la santé, qui touchent à nos humeurs, qui touchent à notre culture, peuvent être négligées si on a une fascination pour les substituts mécaniques. Est-ce qu'il vaut mieux travailler le piano et avoir une modification de ces aires cérébrales en ce qui concerne les doigts, qui traduisent en fait la connexion qui s'est faite entre la musique, le travail des mains et le piano, cette modification profonde dans notre être que l'imagerie permet de voir, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un implant qui va agir directement sur la zone des doigts, amplifier leur sensibilité, peut-être nous motiver et avoir au fond, être capable de faire de la musique sans avoir jamais appris à faire de la musique. Alors, la question c'est, le chemin qui mène quelque part, n'est-il pas souvent aussi important que l'endroit où on arrive? Et le grand problème des courts-circuits, des substituts algorithmiques, c'est qu'on arrivera quelque part sans jamais avoir fait le chemin pour y parvenir. Et donc je crois qu'il y a une interrogation sur le voyage. La téléportation, c'est bien, mais si on est instantanément ailleurs, on n'a jamais fait le chemin pour aller d'un endroit à un autre. Et parfois on peut même prendre, dans certaines circonstances, le chemin le plus long. Si ce qu'on a envie, c'est de se promener et pas forcément d'arriver quelque part. Donc je crois que si on est vraiment pressé, c'est bien d'avoir un moyen d'arriver vite. Mais si on arrive toujours immédiatement là où on veut aller, il y a une grande partie de notre vie qui sera appauvrie. Donc je crois que cette réflexion, comment concilier ces inventions et ces connaissances avec ce qui est immémorial dans les sociétés humaines, c'est-à-dire cette valeur de l'apprentissage, de la réflexion, de l'acculturation et de l'échange, c'est quelque chose de très important. Il y a un autre point, l'Organisation mondiale de la santé a défini en 1947 la santé comme un état de bien-être physique, mental et social, et pas simplement par une absence de maladie ou de handicap. Et donc je pense, l'écrivaine anglaise Sirius Fett disait que le monde subjectif est aussi un monde intersubjectif, que les autres font partie de nous, et que c'est pour ça que c'est difficile de tracer une frontière entre les deux. Et lorsque nous pensons à nos transformations et à ces algorithmes, est-ce que nous le pensons dans le contexte de ce qu'ils nous apporteront dans la relation aux autres, ou est-ce que nous le pensons d'une manière totalement autonome, en pensant que nous allons fonctionner différemment, indépendamment de nos relations aux autres? Et je crois que Martin Buber disait que la personne humaine apparaît, c'est vrai pour le petit enfant, quand il entre en relation avec une autre personne. Et donc, pensez toujours que nous sommes des êtres sociaux depuis notre naissance. Je ne sais pas si un algorithme pourra apprendre à un enfant, si on la plante dans le cerveau, à parler, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui,
Un petit enfant n'apprend la langue que nous parlons que si des adultes lui parlent cette langue. Et c'est donc la relation à l'autre qui nous structure. Et si nous avons des outils qui nous permettent de faire un certain nombre de choses que nous ne faisons pas, que ça ne se fasse pas aux dépens de ces relations, mais au contraire en approfondissant, ou en tout cas en préservant ces relations. Il y a un mot, je ne vais pas être trop long, que je voudrais dire sur quelque chose qui me fascine. On est en train de réfléchir, encore une fois, entre l'émerveillement, la fascination et la panique, à tout ce que va porter les NBIC, les nanotechnologies, les sciences cognitives, etc. Et en particulier en termes d'implants et d'algorithmes. J'ai jamais compris d'ailleurs, mais ce que transhumanisme voulait dire, hein, parce que trans veut dire de l'autre côté, et de l'autre côté de l'humain. Je ne sais pas très bien ce qu'il y a, mais je suis étonné de penser que de l'autre côté de l'humain, vous savez, c'est de l'autre côté du mur, l'herbe est toujours plus verte, c'est que de l'autre côté de l'humain, il y aura quelque chose de merveilleux. De l'autre côté de l'humain, il y a les bactéries, qui sont là depuis 4 milliards d'années. Depuis de l'autre côté de l'humain, il y a plein de choses, mais je ne sais pas s'il y a un autre côté de l'humain. Et je pense que si nous allons quelque part, nous irons en tant qu'être humain quelque part. Mais je pense à cette fascination, parce que des discussions du même ordre, beaucoup plus récentes, ont lieu actuellement sur notre possibilité de faire des modifications génétiques. Une nouvelle technique qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui a été découverte il y a 3 ans, permet pour la première fois de modifier des séquences génétiques, non seulement chez l'homme, chez les plantes, chez les moustiques, chez les animaux, avec une facilité qui, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, était impossible. Et donc se pose pour la première fois le fait de savoir si on peut modifier, par exemple, les gènes dans un embryon avant qu'il soit implanté dans sa mère humain, pour prévenir une maladie grave ou mortelle, on est dans la médecine, ou pour l'améliorer. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui apporter quelque chose qu'il n'y a pas? Et donc cette même question est en train de se poser en termes de modification génétique, avec même une question qui ne se pose pas, sauf pour les visions transhumanistes les plus extrêmes, qui est le transgénérationnel. Hein, c'est-à-dire que si vous modifiez un embryon, vous allez faire une modification génétique qui se transmettra de génération en génération. Ce n'est pas simplement la personne que vous allez modifier, c'est toute sa descendance. Et donc, vous voyez que c'est des questions qui sont en train d'être débattues. Faut-il le faire? Dans quelles conditions? Comment? Etc. Et je trouve étonnant parce qu'il y a une fascination pour la génétique. L'ADN, c'est un algorithme. Il y a 4 bases, hein, ATGC, et les variations sur ces bases sont impliquées dans le développement de tous les êtres vivants qui existent et qui ont existé sur cette planète. En tout cas, peut-être pas les premiers, mais depuis très longtemps. Et donc, modifier cet algorithme, hein, qui est en nous depuis la conception, c'est quelque chose qui fascine, alors qui fait soit très peur, soit qui fascine. Et on est devant 2 types de modification d'algorithmes. Cet algorithme de l'ADN, très réducteur, très simple, nous sommes beaucoup plus, hein, que la séquence génétique dont nous avons hérité. Et puis la fascination pour les algorithmes, cette fois des machines que nous avons inventées. Donc modifier des algorithmes qui sont ancestraux, qui ont 3 milliards d'années et qui sont en nous, ou alors utiliser des algorithmes à partir des machines que nous avons fabriquées. Je trouve que ces 2 fascinations, hein, de cette espèce de tentation ou de peur devant le contrôle et la maîtrise, a quelque chose de très réducteur, parce que modifier des gènes, c'est souvent ne pas savoir ce qu'on fait en dehors de maladies très graves, et ça ne... Encore une fois, tous les êtres vivants sont beaucoup plus que la séquence de leurs gènes. Et ces algorithmes des machines, ça peut être très intéressant, mais un cerveau, une personne, une pensée, c'est beaucoup plus sans doute que ce que des implants intracérébraux pourront faire. Ce qui me fascine, c'est la temporalité aussi. Être fasciné parce que nous pouvons modifier ce qui est universel dans le monde vivant, ou être fasciné par ce que peuvent nous apporter ce que nous avons créé. Et cette... comment est-ce que je peux dire? Il y a une certaine naïveté, je trouve, presque touchante, dans le fait l'humanité s'est souvent remis à des mondes lointains, extraterrestres, les dieux, les religions, ceux qui les avaient fait naître. Mais on retrouve dans l'ADN quelque chose qui est ce qui nous a fait naître, ou en tout cas ce qui s'est transmis à travers les temps. Et maintenant, c'est un peu comme si la métaphysique de l'homme, plutôt que d'être dans ce qui l'entoure, dans ce qu'il y a d'un peu mystérieux, dans ce qu'il est, c'est sa production. Enfin, c'est comme si notre salut était dans ce que nous avons fabriqué. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dérisoire, parce que quand on regarde l'histoire humaine, ce que nous avons fabriqué a toujours été extraordinaire.
Mais penser que le salut à un moment de l'humanité a été dans une de ces productions techniques, c'est quelque chose d'étrange. Donc je trouve qu'il y a un appauvrissement, c'est-à-dire que penser que ce qu'il y a d'essentiel en nous peut être sauvé ou amélioré ou augmenté par une de nos productions, en plus une de nos productions en 2015, pourquoi pas en 3018, pourquoi pas en 4020, c'est une confiance extraordinaire dans ce que nous avons produit. Et donc je pense que peut-être que ça parle plus de nous que des possibilités techniques, médicales, biologiques réelles que ces modifications pourront apporter. Un dernier mot, c'est Paul Ricoeur disait que on entre en éthique. Quant à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoutait l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit, disait-il. Et donc chez Paul Ricoeur, il y avait cette idée, vous savez, qu'on a l'impression souvent que liberté et solidarité s'opposent et sont antinomiques. On est d'autant plus libre qu'on est seul. Et on est d'autant moins libre qu'on est inscrit dans une solidarité. Pour Ricoeur, ce que je trouve intéressant et original, c'est que la liberté, c'est quelque chose qui se construit avec les autres. En gros, ce que dit Ricoeur, c'est que sa liberté a besoin de la liberté de l'autre et que la liberté de l'autre a besoin de la liberté de Ricoeur. Et que donc c'est une aventure collective. Et que c'est un processus émergent. Parce que si ma liberté dépend de la liberté de l'autre, c'est qu'il n'y a pas de définition a priori de ce qu'est la liberté de l'un et la liberté de l'autre. Et donc je crois que penser ces possibilités nouvelles que nous avons, penser ces connaissances et leurs applications possibles, elles doivent être pensées dans le cadre de la liberté. Est-ce que ça nous donne plus de liberté? Et dans le cadre de la solidarité, c'est-à-dire de la construction réciproque d'une liberté. Est-ce que ça nous apporte individuellement et collectivement plus de possible? Ou est-ce que ça risque au contraire de le restreindre chez tous ou chez une partie d'entre nous? Il y a un point qui me préoccupe cette fois dans notre pays, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres, c'est que nous sommes un pays dans lequel, vous savez qu'on a un des plus grands budgets de santé publique dans le monde. 95% de notre budget est consacré au traitement, c'est-à-dire à la réparation. 5% est consacré à la prévention. Donc on a une focalisation extraordinaire sur réparer, intervenir, prévenir, accompagner, ça l'est pas. Et donc il y a une très grande tendance, on a été très frappé au comité consultatif national d'éthique pendant ces 2 ans de débat public sur la fin de vie, de vous apercevoir que quand la médecine et la société peut apporter que de l'accompagnement de l'humanité et du soulagement de la douleur, mais qu'elle ne peut pas guérir, qu'elle ne peut pas transformer les choses, c'est-à-dire en fin de vie, eh bien, elle semble globalement incapable de le faire, puisque 80% des personnes dont l'État nécessiterait l'accès aux soins palliatifs n'y ont pas accès. Et donc nous sommes un pays dans lequel, comme je vous le disais, les implants intracérébraux profonds ont été inventés, ont modifié la vie des gens, mais quand on ne peut pas guérir, transformer, changer le cours des choses, on a tendance à abandonner. Et donc qu'il s'agisse de personnes handicapées, en particulier handicapées mentales, qu'il s'agisse de maladies psychiatriques qu'on trouve dans la rue ou en prison, qu'il s'agisse de personnes âgées vulnérables, eh bien on a tendance à dire, puisqu'on ne peut pas vous modifier, eh bien on ne peut rien faire. Et l'idée que ce qu'on peut faire, ce qu'il y a de plus humain, c'est d'être là, d'accompagner, semble difficile. Et donc un des risques, me semble-t-il, d'une trop grande focalisation sur ce que ces nouvelles approches pourraient transformer, risque d'être d'accentuer, ou en tout cas de ne pas changer, cette indifférence pour toutes les personnes que nous ne pouvons pas modifier, y compris quand nous ne pouvons pas les guérir. Donc je pense que, au fond, j'allais dire, notre premier devoir humain, c'est de nous occuper les uns des autres. Et c'est dans ce contexte que ces nouvelles connaissances et ces nouvelles applications devraient pouvoir être collectivement utilisées, en tout cas qu'on devrait réfléchir aux modalités qui conviennent de donner à leur utilisation. Merci beaucoup.